Roberto Lopez est un musicien et compositeur colombo-canadien qui repousse les limites de la musique latine moderne avec des arrangements branchés. Sous les grooves colombiens, il ajoute des touches de jazz, funk et musique électronique au mix. Né à Bogota, il a fait partie de la vague de musiciens responsables du mouvement rock espagnol dans les années 90. En 1994, Roberto déménage à Montréal pour poursuivre des études musicales. Là, il s'implique dans de nombreux projets, allant du jazz à la salsa, en passant par le hip-hop, en plus de composer de la musique de plusieurs documentaires, films d'animation, jeux vidéo et productions théâtrales. En 2005, il lance le projet Roberto Lopez avec des musiciens de tous les coins des Amériques, créant un son qui explore les grooves latins dans un contexte urbain. Cela le conduit à l'Afro-Colombian Jazz Orchestra en 2011, un hommage à certains des plus grands compositeurs colombiens, connus pour le son Big Band Cumbia, populaire dans les années 70. Depuis, Roberto s'est imposé dans le circuit national des festivals de jazz et a continué à affiner son approche qui réunit le meilleur de la musique nord-américaine et sud-américaine. Ses projets se sont fait connaître à travers ses tournées au Canada, Chili et au Mexique, et il s'est vu mériter de nombreuses nominations. Son 5e album, Kaleidos Tropico, sorti en 2019, continue d'explorer des combinaisons de sons, déclarations sur les nombreuses influences qu'il a absorbées. Bon matin, Roberto. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien avec ce soleil, c'est génial. Ah oui, puis je pense que c'est un lieu que tu connais bien, justement, le parc de la Visitation. Oui, mais regarde, quand tu passes ta journée devant l'ordinateur ou que tu es en train de travailler, venir se promener ici, on se sent en nature, même si on est en ville. Oui, c'est vrai. C'est comme le petit poumon un peu de la ville. Mais très, très contente de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir parler un petit peu de ton parcours, évolution musicale. Donc, j'aimerais ça, en fait, retourner un petit peu dans le passé, retourner à la période, parce que tu es natif, tu es colombien, natif de Bogota. Puis je sais, avant de venir à Montréal, tu étais déjà un musicien à succès, donc tu étais dans un peu le mouvement rock en Colombie. Donc, parle-nous un petit peu de cette époque-là. Comment ça se passait pour toi, début des années 90? Début des années 90, c'était comme les débuts, les moments de la vague du rock en espagnol. Oui. C'est comme l'Amérique latine, à un moment donné, il a dit, regarde, on fait du rock à notre manière, mais on n'est pas obligé de chanter en anglais comme si toutes les influences des groupes anglais, des groupes américains qu'on écoutait, on peut le faire en espagnol. Mm-hmm. Donc, il y avait déjà un gros mouvement qui venait du sud, de Chili, d'Argentine, même d'Espagne. Et en Colombie, il y en avait quelques groupes qui faisaient un petit peu de rock en espagnol ou de pop en espagnol, c'est du rock pop. Et dans l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait WC. Mm-hmm. Et on avait embarqué, on s'est dit, regarde, on va chanter en espagnol, on va faire qu'est-ce qu'on a le goût de faire en espagnol. On avait fait une petite LP, un single, oui, où il y a 2 chansons de chaque côté. Il y a une des chansons qu'on envoyait à la radio. C'était la radio FM qui passait tous les hits en anglais, c'est Madonna. Ils ont pris la chanson, je ne sais pas pourquoi, ça restait à la radio pendant des mois, des semaines. Je pense qu'on était dans le numéro 1 plusieurs semaines, plus de semaines que Madonna, que c'était énorme pour une bande de garage, si tu veux, dans le temps. Donc, c'était les concertos de concertos qui avaient eu lieu à Bogota. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui a comme démarré tous ces mouvements d'identité. Okay. Pas seulement, on n'a pas besoin de faire la musique folklorique, on peut faire d'autres sortes de musique, mais on peut s'approprier et chanter dans notre langue. Oui, mettre votre saveur, votre touche. Ouais. Puis, tu sais, je sais que tu es pluritalent, donc tu chantes, tu joues de la guitare, tu es aussi percussionniste, bref, tu es multitalent. Je serais curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à rentrer dans le domaine musical? Est-ce que tu es allé étudier dans une école X, Y ou comment ça s'est présenté à toi? Dans ma famille, il n'y a personne qui est musicien, donc je suis un peu l'exception. Depuis que je suis petite, j'étais très, très curieux de découvrir la musique, très conscient de ce qui s'est passé côté culture pop, folklore, etc. Si je connaissais les Beatles, quand il n'y a personne qui m'a parlé des Beatles. Quand j'avais 6 ans, j'avais
commencé des cours de guitare, mais la guitare était trop grande pour moi, donc j'ai abandonné. À 10 ans, je dis, je vais apprendre le piano, mais on n'avait pas un piano à la maison. Donc, comme je n'avais pas où pratiquer, très vite, j'ai abandonné le piano. Quand j'avais 14-15 ans, j'étais dedans dans les rock. Avec toutes les influences des groupes anglais, groupes américains. C'était-tu populaire quand même autour? C'était-tu quelque chose de... C'était underground. C'était ok. vraiment underground. Je me rappelle que les vinyles, c'est quelqu'un qui voyageait à l'extérieur qui les faisait venir. Il y avait quelques vinyles disponibles dans les magasins. Sinon, on allait au centre-ville, il y avait des gens qui te faisaient des mixtapes. Si je dis, j'adore telle sorte de tel groupe ou tel groupe, donc ils prenaient, ils te faisaient une mixtape, ils te le vendaient. C'est une autre façon de découvrir toute cette musique. Et je me dis, je vais apprendre la guitare électrique. Donc j'ai pris quelques cours avec un prof, mais lui, évidemment, il jouait du boléro, des chansons plus traditionnelles, que ça ne m'intéressait pas du tout à ce moment-là. Et je me dis, j'ai pris quelques cours, j'ai pris les accords et je me dis, je vais apprendre toute seule. Donc, je suis devenu autodidacte. En écoutant la musique, j'essayais de répliquer qu'est-ce que la guitare faisait. J'étais allé, quand il y avait une vidéo, je regardais attentivement où il plaçait les doigts, qu'est-ce qu'il faisait avec la guitare pour essayer de décortiquer comment il jouait pour apprendre à jouer. Est-ce que ça a été le cas pour tous les instruments que tu as appris? Tu as toujours été un peu autodidacte? Oui, j'ai appris toute seule. Donc, moi, je suis guitariste, tous les autres instruments, mais je fais un peu. Et j'ai appris un peu parce que quand tu es compositeur, il faut que tu comprennes c'est quoi la limitation de l'instrument. Tu ne peux pas arriver et demander à une musicienne « joue telle partie » quand ce n'est pas jouable sur l'instrument. Donc, pour moi, c'est important de dire « mais je veux que l'instrument fasse telle chose. Comment je veux traiter la sonorité dans un enregistrement de cet instrument ?» Pour être capable d'écrire et de faire tout ça, tu n'as pas besoin de connaître l'instrument, mais pour moi, c'était une question de curiosité et important de mais je veux jouer, connaître c'est quoi les patrons rythmiques qui fait la percussion pour un tel rythme, parce que les noms des rythmes ou des styles musicaux, ça vient de la forme comme tu joues, et cette forme, tu l'apprends par tradition, donc la façon comme ils jouent dans un village, c'est pas la même si c'est le même rythme, qui a les mêmes noms, dans l'autre village d'à côté. Parce que la voie de transmission orale, la tradition est différente, il vient de places différentes, il a changé un peu. Ça m'amène à tranquillement aller vers le style jazz que tu es allé chercher aussi, que tu es allé étudier, puis qui t'a amené à Montréal, dans la belle ville dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quand je dis, je veux étudier la musique, je veux m'outiller, je veux apprendre pour être capable d'écrire, de composer. Si je peux pas arriver, tu peux arriver et dire au musicien, mais joue tel texte. Joue quelque chose comme ça, ou qu'est-ce que tu as joué? Ça, c'est une façon de faire, mais si tu es capable et tu as une idée précise dans ta tête, mais tu peux l'écrire dans une partition, donner un musicien, il dit, c'est ça que je veux que tu joues, tu peux l'interpréter, mais c'est ça que je veux que tu joues. Donc, j'étais allé à l'ambassade canadienne, je regardais des universités, des programmes, je choisis Montréal parce qu'il y a le français, l'anglais, les festivals de jazz, je dis, ça doit être intéressant, côté culturel, d'être un endroit comme ça, il peut me nourrir. Et c'est comme ça qu'aléatoirement, j'ai choisi Montréal et je suis venu étudier jazz ici. J'ai envie de savoir comment a été ton premier contact, peut-être à ton arrivée avec la langue française, la culture québécoise. Tu n'avais jamais été à Montréal avant? Jamais. J'avais pas lu, je connaissais rien. Pour moi, c'était comme si musique, je vais faire de la musique, j'arrive à l'université, je n'ai pas porté trop d'attention. Oui, l'hiver, si j'apporte des chandails, des affaires. Une fois ici, je me suis rendu compte que ce que j'utilisais à Bogota, ça ne fonctionne pas l'hiver ici. Tu as quand même eu un petit avantage avec Bogota qui est un petit peu plus froid que le reste de la Colombie. Mais ce n'est pas les mêmes sortes de froid. Si les froids descendent, ce n'est pas les mêmes froids de l'hiver ici. C'est clair. Mais c'était évidemment un choc culturel. C'était côté la langue. Si je dis, je parle plus anglais, mais je ne parlais pas anglais de façon régulière tous les jours. Donc je me rappelle, je me levais le matin dans les métros, j'étais qu'il n'y a personne qui vienne me parler parce que j'étais pas encore réveillé pour parler en anglais. L'effort que se demandait en classe de parler, de participer, même de prendre des notes, c'était énorme. J'étais épuisé tous les jours après mes cours, juste avec la langue. Et quand j'arrivais, je parlais un petit peu en anglais, les gens ils écoutaient un accent et tout de suite ils changeaient en français. Mais je ne comprenais absolument rien.
Si le français, je l'ai appris à l'oreille. Je n'ai jamais pris Aussi des de manière cours. autodidacte. C'est T'as ça, pas à pris de cours. l'oreille, avec tout le monde. Ouais. Et à force de l'utiliser, Ouais. des gens qui disent « Ah, mais ça, on ne dit pas comme ça. » Donc, OK. peu à peu, évidemment, il y a certains, si mes enfants, tout le temps, ils disent « Papa, on ne dit pas comme ça. » Mais je dis « Mais non, mais j'ai un accent, et ça fait partie de moi, je ne peux pas le changer, ça sort comme ça. Oui, c'est ta couleur. » Ça fait partie, oui. Donc, l'université, il y avait aussi les côtés que les gens, quand ils arrivent à l'université, ils ont fait les cégep. Donc, ce côté académique, je ne l'avais pas. Donc, j'avais aussi la pression de dire, OK, je suis ici, il faut que je sois à la hauteur de tout le monde, que je me rattrape, que je suis capable de... Donc, il y avait beaucoup de travail pour moi à faire. Aussi, le jazz, quand tu es dans un programme jazz, mais tu as déjà joué du jazz, tu as écouté le jazz, tu connais les standards de jazz. Moi, je n'avais pas ça du tout. Mon port d'entrée vers le jazz, c'était Chick Corea Electric Band, le groupe de fusion. Donc, si dans l'histoire du jazz, ça c'est plus récent et beaucoup, très loin du bebop et du jazz standard. Puis j'ai envie de parler un petit peu de peut-être la scène, tu sais, la scène musicale. Tu es arrivé, tu étais un peu un pionnier. Là. Beaucoup d'artistes qu'on connaît aujourd'hui de la scène musicale, un peu plus latine, fusion, tu es une source d'inspiration pour eux, ou du moins, c'est ça, ils te voient comme un pionnier. Donc, comment c'était quand tu es arrivé dans les début d'années 90? C'est qui les gens qui t'ont aidé, qui t'ont un peu aidé à propulser? Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de... Si la scène latino était vraiment ghettoisée, si on peut dire, parce que ça se passait dans les fêtes de chaque pays. Donc, la fête péruvienne, il y avait une bande qui jouait, mais ce n'était pas à large dans la culture québécoise. Il y avait les tam-tams à Mont-Royal, mais les tam-tams, c'est n'importe quoi. C'est pas... Du jam. C'est du jam. Je veux jouer du tam-tam, même si je ne le sais pas, mais je y vais, c'est une façon de s'exprimer. Il y avait Joey Armando, c'est une percussionniste colombienne qui faisait du latin jazz. Je l'ai connu, je pense que dans les 10 premiers jours que j'étais ici, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu es latino, il faut que tu connaisses telle personne, il vient, il va jouer à telle place. » J'étais allé, ils m'ont présenté, et depuis on est des amis. Lui était beaucoup plus avancé dans le temps d'ouvrir du chemin ici. Mais si je regardais la communauté brésilienne, il était beaucoup plus... Les musiciens étaient beaucoup plus organisés. Il y avait des soirées dans les beaux bars de musique brésilienne. Si, il y avait les groupes, les orchestres de merengue, de salsa, des Cubains, des Dominicains qui jouaient dans des places spécifiques pour ça. Mais pas nécessairement au festival de jazz, pas nécessairement à large dans la communauté locale, au Québec, au Canada. Donc au début, si je me rappelle que j'organisais des concerts dans les bars, dans les beaux bars, il y avait quelques endroits où on pouvait jouer. J'avais commencé, quand j'étais à l'école, il y avait 2 musiciens brésiliens, un Chilien et moi. Okay. Donc avec les Brésiliens, je suis « Roberto, viens jouer avec nous ». Donc j'ai appris tout le répertoire de musique brésilienne, de musique populaire brésilienne, la façon de jouer la samba, les bossa nova. Donc je participais à des bandes brésiliennes. Même qu'il y avait des répétitions, tout le monde parlait en portugais, sauf moi. Donc quand j'entends les gens parler en portugais, je comprends presque tout, juste d'être habitué à écouter mes amis parler en portugais. Donc c'était... Si, je dis, bon, mais ça serait le fun de... S'il y avait personne qui jouait musique folklorique colombienne, avec des tambours, des gaitas, dans un bar ici à Montréal, on parle de l'année 2000, 1998, 2000, 2001, je faisais ça. Si les gens connaissaient... Aujourd'hui, la musique colombienne est beaucoup plus connue et populaire grâce au boom des dernières 10 ans, mais dans le temps, il n'y avait personne... Il y avait des gens qui connaissaient plus Toto La Momposina à cause du label de Real World de Peter Gabriel, qui avait lancé un album. Mais à part de ça, la connaissance, disons, populaire de la musique colombienne était très limitée. Donc, si je commençais, je faisais des affaires, je dis, ah, mais il faut faire une demande, il faut enregistrer un album, il faut... Vers 2004, j'avais fait une demande pour enregistrer un album, j'ai eu la subvention. Je dis, je vais lancer un album, je vais produire l'album, j'ai écrit tout l'album, j'ai appelé plein de musiciens
qui venaient des musiciens d'El Salvador, du Mexique, du En Brésil. 2005, c'est ça, tu as lancé ton projet. Le Roberto Lopez Project. C'est des musiciens qui venaient de partout, parce que pour moi, Montréal, c'est ça. C'est la possibilité de rencontrer des gens qui viennent de partout. Si je n'étais pas prêt à dire, je vais aller à large et faire des mélanges avec les musiques maghrébines, les musiques africaines, je dis, je veux rester dans l'essence latino-américaine, on va chanter en espagnol, mais même s'il y a beaucoup d'influences colombiennes dans ma musique, le fait d'amener des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement habitués avec la musique, c'est un défi, mais en même temps, c'est une façon d'enrichir la musique et la faire peut-être plus universelle. Je serais curieuse de savoir, je sais que tu as participé, la date m'échappe malheureusement, mais à un documentaire où tu étais parmi les 7 musiciens qui avaient été choisis. Je pense que c'est Jazz FM. Oui. Tu sais, où on relevait un peu l'espèce de quête identitaire de ces musiciens-là à succès. Puis je serais curieuse de savoir, je me souviens, j'avais lu que pour toi, quand tu es arrivé ici, les gens te posaient des questions sur ta musique et tout ça. Ça a été pour toi une façon de reconnecter avec tes racines en venant ici. Puis qu'est-ce que ce documentaire-là t'a peut-être permis? Est-ce que ça l'a amené certaines clés? Puis ensuite, ça l'a-tu un peu coloré ensuite tes productions musicales? Je pense que c'était au contraire. C'est le contraire? C'était eux qui ont découvert qu'est-ce que j'avais fait et tout ça, et qui étaient intéressés de documenter ça. J'étais surpris quand j'ai reçu un appel de Toronto. Ils sont venus jusqu'ici pour enregistrer le documentaire pour la radio. J'étais très honoré. Et c'était autour de 2013-2012, parce qu'en 2011, j'avais fait 2 albums avec le Roberto Lopez Project, mais comme musicien, comme compositeur, j'avais toujours le dilemme, est-ce que je fais une musique avec des voix, des arrangements vocaux et des paroles, ou juste la musique instrumentale. Et j'avais le goût de plonger juste dans la musique instrumentale et reconnecter un peu avec mes racines jazz. Parce qu'à l'école, j'ai découvert le jazz, je tombais en amour avec le jazz. Pas jamais dans l'esprit de dire, mais je vais être un guitariste jazz, je vais jouer du bebop. Non, mais l'écriture jazz, les harmonies, l'improvisation, l'esprit, j'adore ça. Il était toujours présent dans ma musique. Pas en avant, mais était toujours là. Je me dis, je vais faire un album. Donc, je fais un album avec un projet que j'appelle les Afro-Colombian Jazz Orchestra, où j'appelais, je pense, les clarinettistes quand arrivaient, ils me disent, Roberto, c'est une all-star band, man, tu as appelé telle personne, ils étaient comme vraiment impressionnés. C'est vrai, c'est des gens que je connaissais, je dis, telle personne, ça serait génial. Donc, j'appelais des musiciens en pensant, ça va être un super bon groupe. Et dans les interviews, quand je parlais de l'album, je disais, je veux rendre hommage à certains compositeurs de musique traditionnelle colombienne en faisant des arrangements jazz différents de leur forme traditionnelle, comme on avait enregistré les chansons, aussi faire mes compositions, mais il venait un peu les musiciens qui étaient là, ils n'avaient jamais joué la musique colombienne. C'est une façon de découvrir la musique colombienne. Et je me dis, quand j'étais à l'école, à l'université, les gens me disaient, tu viens de Colombie, c'est quoi la musique colombienne? C'est quoi le style de musique? C'est qui les compositeurs? Comment on joue la musique colombienne? Et je me suis rendu compte que si tu regardes un livre, un fake book, un real book, où il y a les standards de jazz, tu retrouves la musique brésilienne dedans. Antonio Carlos Jobim, parce que dans les années 60, c'était les bossa nova, tout le monde voulait jouer ça, les grands de jazz, ils jouaient la musique de Jobim. Donc la musique brésilienne, tu les retrouves. Les gens ils connaissent ça avec Chucho Valdés et tous les grands musiciens cubains sur la scène internationale, mais les gens ils connaissent la musique cubaine, le jazz cubain, la force des musiciens cubains. Et je dis, les musiciens, ils ne connaissent pas la musique colombienne, ils ne connaissent pas les styles, ni la façon de jouer, qu'est-ce qui fait différent la musique colombienne de la musique cubaine, de la musique brésilienne. Ils ne connaissent pas ni les styles, ni les mélodies traditionnelles. Donc, ce projet était pour réunir tout ça ensemble. C'est une façon de répondre à ces questions quand j'étais à l'école et mes amis me demandaient, c'est quoi la musique colombienne? Comment on joue la musique colombienne? Donc, c'est une façon d'intégrer la musique colombienne à travers les musiciens qui sont venus participer dans ce projet.
Comment ton style a évolué? Comment tu le décrirais, Il mettons? y a des musiciens ou des groupes qui trouvent un style et qui restent dedans. Ils te disent toujours, une fois que tu trouves un style, mais c'est plus facile pour ton public d'identifier ça, ils te suivent. Mais si j'ai un côté que c'est moi l'artiste qui monte sur scène, qui communique avec le public, ben, il y a un autre côté que c'est l'artiste créateur. Comme artiste créateur, on veut explorer. Et moi, j'ai toujours eu le goût de pousser les limites, d'aller voir où je peux y aller, en faisant quelque chose que c'est moi, que je me sens identifié, mais qui me permet d'explorer. Donc, si j'ai fait ça avec le Roberto Lopez Project, avec l'Afro-Colombian Jazz Orchestra, on l'a fait, on est parti en tournée, on a fait tous les festivals de jazz de côte à côte du Canada. J'ai fait l'ouverture de quelques figures très importantes de jazz dans cette tournée. Mais voyager avec 8 musiciens, c'est pas évident. Ça coûte beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup de subventions pour être capable d'amener ces projets ailleurs. Je me dis, à un moment donné, il faut être capable de rentrer dans une voiture, pas dans 3 voitures, si on part en tournée. J'ai les enfants qui sont arrivés. Quand le premier enfant est arrivé, pas de problème, mais quand le deuxième est arrivé, ils sont très proches en âge. C'était comme, OK, si je peux jouer, je peux faire les concerts, mais l'espace créatif n'était plus là. Parce que mon attention était vers mes enfants. Et ça a pris un moment. Et je lui ai dit, bon, j'assume, comme parent, j'assume que c'est le moment de m'occuper de ma famille, pas de m'occuper de mes créations. Et pour réinitialiser tout ça, je travaillais avec Ivan Duran. Ivan Duran, il a travaillé avec toute la culture garifuna d'Amérique centrale. Il a mis sur la planète la musique garifuna. Un producteur très, très bon que j'ai connu à Womex. Et on a gardé des liens. Je dis, j'aimerais faire un album. La première chose qu'il m'a dit, c'est, OK, on va faire un album, mais le centre de l'album, ça ne va pas être les compositions et tout ça, ça va être la guitare. Donc, on va faire une affaire, 4 musiciens autour de la guitare, that's it. Et on a fait un album qui s'appelle Criollo Electric, qui a sorti en 2015. Avec cet album, j'ai fait une tournée au Chili, j'en ai fait plein de spectacles. Et après, ça me manquait de retourner à les brasses et tout ça. Moi, j'adore les boogaloo. Les boogaloo côté jazz. Qu'est-ce qui inspirait Mongo Santa Maria, Willy Bobo, Tito Puente, ces mouvements des fin des années 60. Je dis, ce serait le fun de ramener un peu ce concept de faire un mélange de la musique soul, un peu R&B, avec du jazz, avec la musique latine aussi. Et Kaleidostropico, c'est ça. Et c'est un titre que, c'est un mot qui est venu, je dis, c'est un kaléidoscope, tu as plein de couleurs qui passent à travers. Et cet album, c'est ça, il y a plein de couleurs musicales. À différence de, par exemple, les albums de Afro-Colombian Jazz Orchestra, les instruments avant ne sont pas en avant, mais sont en arrière. Ils appuient la guitare qui est en avant. Donc, pour moi, c'est toujours un dilemme. Est-ce que c'est moi, comme artiste, qui je me mets en avant ou je prends plutôt le chapeau de créateur, compositeur, concepteur et je prends les choix par rapport à les couleurs. Si je veux que la mélodie passe de tel instrument à tel instrument, après à la guitare, c'est différent. Mais quand tu fais ça, il n'y a pas quelqu'un qui est comme hey, c'est moi l'artiste. Et malheureusement, la musique, c'est communautaire. Ils viennent de là où il n'y a pas d'importance. On a besoin de tout le monde pour faire la musique. Mais dans la société occidentale, c'est l'individualisme. Donc, c'est pas, l'orchestre, ce n'est pas important. C'est qui est en avant, qui fait les solos, qui chante. C'est ça l'important. Donc, c'est le dilemme. Est-ce que j'adopte ça et je me mets en avant quand je parle à mon équipe? Puis, mais est-ce que c'était, comment dire, la guitare étant ton instrument, j'imagine que tu devais quand même avoir... C'est un plaisir pour toi de pouvoir la mettre en avant. Pour moi, j'aime ça être en avant, mais en même temps, si tu penses comme orchestrateur, tu dis les couleurs. Si ton concert, c'est jazz, la guitare tout le temps, c'est le fun quand c'est un instrument, après ça passe à un autre. Si comme tout le monde est mis en avant, c'est plus balancé. C'est plus balancé. Donc, j'essaie de faire ça, même si
dans mes derniers albums, je me mis un petit peu plus à l'avant. Comment tu vois un petit peu évoluer ta créativité musicale? Bien, avec toute la pandémie, Oui. si je suis obligé, comme tous les artistes, de réinventer la rue. Comment on peut rester en contact avec le public? Et les Facebook Live, les concerts Zoom, c'est devenu un peu la norme. J'aime pas ça parce que déjà le concept d'avoir une scène et le public séparé, si c'est très loin de l'idée communautaire de la musique où il n'y a pas une barrière entre les musiciens et les gens qui écoutent. Les Zoom ou les Facebook Live, ils mettent ces barrières encore plus loin. Donc, tu n'as pas un contact avec ton public. Mais, étant donné les situations, on s'adapte le mieux qu'on peut et on essaye de communiquer même de cette façon étrange. Ce qui a amené à dire, OK, je ne peux pas avoir une bande à 8 musiciens. Est-ce que la réalité dans les années prochaines, ça va être 8 musiciens? Ça ne rentre pas avec une distanciation sur une scène. Donc, l'idée de dire, bon, il y a tous ces côtés d'exploration sonore, côté électronique dans la musique, que je l'ai déjà fait dans mes 2 derniers albums, dans Criollo électrique et dans Kaleidostropico, où j'ai enregistré des sons ambiants dans la rue en Colombie, des gens qui parlent des affaires que après je fais un traitement avec des filtres et des affaires électroniques. Ici, ça fait une ambiance dans une chanson. Si, on est déjà habitué à ça. Pink Floyd le faisait dans les années 68, début des années 70, où il y a quelqu'un qui parle, une voix, un discours. Ben, je l'ai fait avec des sons du folklore colombien. Je me dis, bon, comment je peux relier ce côté DJ électronique, musique électronique, avec qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une façon de faire un contraste? J'aime beaucoup jouer avec les contrastes. Si Bernard disait, Roberto Lopez, il y a beaucoup de jouer les prévisibles. Et c'est vrai, si j'aime ça, si quand tu t'attends qu'une musique, une chanson, il va arriver à telle place, ben non, j'arrive ailleurs, j'essaie de surprendre, de dire, ben, si, naturellement, tu arriverais là, mais je ne veux pas arriver là, je veux arriver ailleurs. Donc, j'essaie de dire, bon, comment je peux mêler tous les côtés acoustiques ou de ma guitare, ou les traitements électroniques de ma guitare, avec tout ce mouvement contemporain de musique électronique, qui va me permettre peut-être de partir en tournée à 3, 2, 4 musiciens. Je n'ai pas besoin d'un orchestre de 8. Et ça va être plus réaliste avec les conditions devant nous, quand les choses ils vont tranquillement reprendre place. Il y a aussi le côté économique. Est-ce que partir en tournée à 8 musiciens, ça va être faisable ou je vais être obligé de réduire à 3 ou 4 musiciens? Donc, je suis dans un processus créatif. Je n'aime pas être limité par ça parce que dans mon processus créatif, si j'ai une idée de couleur de développement orchestral ou d'harmonie, ben, c'est idéal d'avoir les couleurs, les instruments pour les faire. Mais j'essaie je suis en ce moment dedans. Oui. Puis j'ai envie de terminer là-dessus, Roberto. La scène artistique comme on la connaît aujourd'hui, elle a tellement évolué. Allons-y peut-être plus du côté world latin. Mais qu'est-ce que tu souhaites pour Montréal, pour le Québec? Comment est-ce que tu souhaites que les choses évoluent pour la scène musicale, pour tes héritiers, ceux qui vont suivre? Ben, c'est difficile parce qu'il y a toujours le côté du marché. Quand tu fais la musique colombienne ou d'influence colombienne ou la musique latino ou la musique du monde, les titres que tu veux donner à la musique, il y a le côté marché. C'est comme combien de gens ils vont écouter, consommer cette musique-là. C'est clair que quand tu fais une musique spécialisée, si ton parti de marché est beaucoup plus petit que quelqu'un qui fait la chanson pop francophone, où il y a un côté beaucoup plus large. Et on est confronté à ça parce que les opportunités de visibilité, les respects, si tu veux, du milieu vers ça. Quand je parle de ça, je parle de l'artiste, je parle des journalistes. Combien de fois tu vois un gros article qui parle de la musique du monde, à moins que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger.
pas du local. Donc, il y a beaucoup de contraintes à être capable de surpasser comme artiste quand tu fais une musique spécialisée, quand ton marché, ce n'est pas la grande part du marché, pour être visible, pour ne pas rester invisible, pour ne pas rester oublié ou dans les côtés. Parce que, oui, il y a les marchés, il y a les labels, l'industrie, ils veulent vendre des albums, mais il y a aussi les côtés culturels. Si tu ne peux pas faire disparaître une affaire parce que c'est une petite partie du marché, ça ne nous intéresse pas, parce que non, oui, ça fait partie de la culture, et ça fait partie de la culture québécoise. J'ai toujours dit, si je restais en Colombie, la musique que je faisais, ça serait tellement différent que la musique que je fais maintenant, parce que la musique que je fais maintenant est très influencée par ma vie ici, par Montréal, par Québec, par ma réalité. Ça fait 26 ans que j'habite ici. Si c'est la grande partie de ma vie d'adulte. Si, je dis, oui, il y a les influences colombiennes parce que je vais chercher des choses qui m'intéressent rythmiquement, mais aussi où je me sens identifié. Mais il y a aussi beaucoup de choses d'ici qui sont dans ma musique. Oui. Non, un vit pas sans l'autre, puis c'est ça, c'est ton modèle hybride à toi, ta mixité, Donc, ta danse entre les deux. L'idéal, ça serait qu'on réussisse si collectivement à donner une importance à ces nouvelles voix qui font partie de l'identité du Québec. Et parmi les gens qui font la musique, appelée musique du monde, j'ai toujours dit, on doit être fier du Québec. Quand tu regardes les Juno, quand tu regardes les prix de la musique folk canadienne, la plupart des artistes qui sont en nomination sont d'ici, québécois. Beaucoup de talent dans notre petite province. Beaucoup de richesse. Oui, mais en tout cas, merci énormément. Avec Merci pour ce beau moment en nature. Ça l'a rendu encore plus beau pour le reste. Merci.